JT de vuedailleurs.com. Merci d'être avec nous. Actualité développée pendant ce journal consacré à l'actualité qui est sur le site de Cédric Le Boussy, le site fondé et dirigé par Cédric Le Boussy, sur lequel vous pouvez retrouver les dernières informations, des billets d'humeur ou encore des décryptages. On commence tout de suite avec l'actualité internationale et l'opposant gabonais Pascal Ouyougou qui a été libéré le 11 février dernier, l'un des hommes forts de l'opposition gabonaise qui a passé 4 ans en détention préventive pour avoir été parmi les hommes de tête d'une marche ayant suivi un meeting du challenger d'Ali Bongo à la présidentielle de 2016. Il avait donc été accusé en 2017 de complot contre l'autorité de l'État, instigation aux actes et manœuvres de nature à provoquer des troubles contre l'autorité de l'État et attroupement non armé sur la voie publique ayant troublé la tranquillité publique. Voilà pour cette information. Vous pouvez évidemment retrouver plus de détails dans cet article sur vuedailleurs.com. À suivre dans un instant, l'actualité en France. L'actualité en France avec ce sujet sur le salon de l'agriculture. Il aurait dû ouvrir ses portes dès demain. Les agriculteurs sont cette année évidemment privés de cette vitrine annuelle parisienne et d'une lumière sur leur situation économique. Sans la mettre à terre, la pandémie n'a pas épargné l'agriculture française. Les plus touchés, ce sont certainement les viticulteurs et les producteurs de spiritueux. Les ventes en supermarché n'ont pas totalement compensé ce manque à gagner. La Fédération bovine de son côté a calculé et a publié ce chiffre. Le revenu moyen d'un éleveur de bovins est aujourd'hui de 700 € par mois. En cause, les prix pratiqués par les autres acteurs de la filière. La présidente de la FNSEA déplore d'ailleurs que les distributeurs ne prennent pas en compte l'augmentation des coûts de production et notamment la nourriture des animaux. Le blé et le soja augmentent fortement. Le ministre de l'Agriculture a du coup déclaré récemment que les contrôles dans les grandes surfaces vont être renforcés pour surveiller que la loi alimentation serait mieux respectée. Plus d'informations sur ce sujet sur le site de Vue d'ailleurs. À suivre dans un instant, l'actualité économique et sociale et notre interview de Didier Lebray. À tout de suite. L'actualité économique et sociale, nous recevons aujourd'hui en direct Didier Lebray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, président du club 2022 des idées et des hommes. Notre sujet aujourd'hui, c'est la gauche française. Vous avez vous-même porté les couleurs socialistes en 2016. Mais avant ça, si vous le voulez bien, revenons sur les déclarations de la ministre de l'Enseignement supérieur et cette fameuse guerre contre l'islamo-gauchisme dont on parle beaucoup dans les médias ces derniers jours. Selon elle, selon Frédérique Vidal, il gangrène l'université et la société. Est-ce que vous approuvez ces propos? Moi, je pense que l'essentiel, c'est de se battre pour que l'université reste un lieu de transmission des savoirs, d'ouverture, de développement de l'esprit critique de nos jeunes, des étudiants, et pas un lieu d'anathème, pas un lieu où on empêche les points de vue opposés. Donc je pense que très majoritairement, l'université, c'est cela, c'est un lieu d'expression libre des savoirs. Mais il y a un risque, je pense, et ça ne signifie pas que je partage pleinement la position de la ministre, mais je pense qu'il y a un risque aujourd'hui de s'aligner sur une culture qui n'est pas la nôtre, qui est une culture de l'anathème, qui est une culture qui consiste c'est la fameuse cancel culture, qui consiste à empêcher toute forme d'expression qui n'est pas conforme à votre sensibilité, et je pense que c'est un danger. En revanche, là où l'intervention de la ministre me paraît particulièrement maladroite, c'est qu'aujourd'hui, la priorité pour les étudiants, c'est d'abord et avant tout de savoir s'ils vont pouvoir continuer à étudier et dans quelles conditions. L'islamo-gauchisme, pour reprendre ces termes, est-il l'ennemi de la gauche que vous défendez? Est-ce que c'est une réalité? Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par islamo-gauchisme. Je partage le point de vue de beaucoup d'universitaires qui considèrent que ça n'est pas un concept scientifiquement démontré. Je pense qu'il y a une
une partie de la gauche peut-être qui, par réflexe aussi, qui est sain, qui est celui de prendre je dirais spontanément la défense de ceux qui apparaissent les moins en position de se défendre, les plus fragiles, les plus opprimés, qui donc peut considérer à juste titre qu'une partie de notre population d'origine maghrébine, donc par construction, on peut imaginer qu'il puisse être musulman, ce qui ne va pas du tout de soi d'ailleurs, nécessite plus d'attention pour l'intégrer, pour lui faire toute sa place, pour lui permettre de trouver des lieux d'expression, de représentation, et donc soit plus sensible, je dirais, à la position qui paraissent hostiles à cette population. Donc dans ce sens, il y a une partie de la gauche qui, oui, a développé une sensibilité. Est-ce que ça fait de cette gauche-là des fervents défenseurs de l'islamisme? Je ne crois pas. En revanche, effectivement, elle exprime. Alors après, il y a aussi des causes qui sont des étendards. Je veux dire, la cause palestinienne fait que pour certains, voilà, il y a des positions qui vont être prises, qui vont être parfois peut-être extrêmes. Mais je ne crois pas que ce soit un concept qui soit extrêmement pertinent. Aujourd'hui, la France fait face à une crise dans laquelle eh bien, les pouvoirs en place sont fortement impliqués. Mais comment la gauche, elle, peut-elle répondre à cette crise économique et sociale que nous traversons? Je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour ceux qui veulent faire de la politique et réhabiliter la politique au sens premier du terme, c'est-à-dire agir sur le réel et pas seulement le subir. Le subir, c'est ce qu'on fait depuis trop longtemps. C'est-à-dire qu'on a une politique de gestionnaire. On part avec des paramètres dont on pense qu'ils sont inamovibles. Aujourd'hui, l'intérêt du Covid, c'est de nous avoir montré que rien n'est inamovible et que la rationalité même d'une politique, c'est d'être capable de réviser ces paramètres. Or aujourd'hui, quels sont les bons paramètres pour reprendre les choses là où elles doivent être prises? C'est qu'il faut se fixer des objectifs qui soient ambitieux. Et les objectifs ambitieux, on les connaît aujourd'hui. C'est changer radicalement notre façon de consommer, de produire, de se déplacer, de se lier les uns aux autres. C'est aussi une chose que le Covid nous a appris. On est des êtres éminemment sociaux. Quand on est séparés les uns des autres, on souffre. Il y a énormément de souffrance dans notre pays. Donc, on voit bien que ce système productiviste qui fait qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est pas saine, qui fait que les paysans se suicident, qui fait que on est dans une logique où on produit plus que ce dont on a besoin, qu'on jette énormément. Tout ça, ce sont des choses qu'on se déplace à tort et à travers. Tout ça, aujourd'hui, on a une chance, je dirais, inouïe de revisiter l'ensemble des paramètres. D'ailleurs, c'est en partie ce qu'avaient essayé de faire les citoyens tirés au sort dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Ils s'étaient posé exactement les bonnes questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois dépasser ce mur écologique auquel on fait face aujourd'hui, et qui nous dit très clairement qu'on peut pas continuer à massacrer impunément la nature, on peut pas impunément considérer que la nature nous est étrangère et qu'on peut l'instrumentaliser comme on a essayé d'instrumentaliser le vivant, de faire des animaux, des composantes d'une approche extrêmement industrielle du vivant. Tout ça, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le vrai travail des politiques, c'est de s'atteler à une redéfinition de ce qu'il y a de ce qui ne va pas dans notre façon de vivre et de nous traiter les uns les autres. Quand vous dites les politiques, est-ce que ça doit passer par un parti? On sait que la gauche est divisée. La gauche a, je dirais, historiquement, toujours été le parti qui a été le plus à l'écoute de ce qui fait bouger les sociétés. Qu'est-ce qui fait bouger les sociétés? C'est le sentiment soit d'injustice, soit qu'on fait collectivement fausse route ensemble. Quand on a vécu très longtemps sous des régimes qui étaient des monarchies absolutistes, de droit divin, il y a un moment, une grande partie de nos compatriotes ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que toute une population ne pouvait pas être ramenée au rang de serfs ou de sujets inférieurs. De la même façon, quand on a vécu dans une période où les grands empires se taillaient la part du lion dans la répartition des richesses, il y a eu aussi
un grand mouvement de révolte contre et la gauche historiquement a porté ces mouvements qui sont des mouvements tout simplement d'émancipation, des mouvements qui vous rendent plus libre, qui vous rendent plus heureux, plus à même de... Quel est le vrai défi ? Qui peut le porter? Est-ce que c'est le Parti socialiste? Est-ce que c'est l'extrême gauche? C'est la gauche dans son ensemble. Aujourd'hui, on sait que la gauche a un électorat qui est pas immense, qui doit faire entre 30 et 40%, donc qui paraît minoritaire aujourd'hui au sein de notre pays. Donc c'est une raison supplémentaire pour que la gauche soit unie dès le premier tour dans toutes ses composantes écologiques, sociales. Et elle peut. François Mitterrand. L'élection présidentielle, c'est encore possible selon vous? C'est possible, oui, je pense que c'est possible. Je pense que les individus qui aujourd'hui portent la gauche sont capables de dépassement, sont capables de s'entendre et de présenter le candidat qui aura le plus de chances de s'imposer, d'être figuré au deuxième tour. Oui, j'y crois. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier qui se détache? Je pense à personne et je pense que c'est un mauvais calcul que de se focaliser sur les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, ce que font beaucoup de groupes de gauche, de think tanks, d'associations, des syndicats, qui forcent les candidats aujourd'hui à travailler sur des plateformes communes, à voir ce qui nous rassemble. Il y a beaucoup plus qui nous rassemble, qui nous divise. Et une fois que cette plateforme sera constituée, je pense qu'elle trouvera son incarnation naturelle. Aujourd'hui, vous savez, une campagne, ça se fait pas en un an et demi ou en 2 ans ou même en un an. Ça se fait, on le voit depuis les dernières élections. C'est en 3, 4, 5, 6 mois maximum que ça se décide. Donc voilà, on a encore le temps de trouver le bon candidat. Merci beaucoup Didier Lebret d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été l'invité de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant l'actualité culturelle. L'actualité culturelle et ce focus sur les enterrements écologiques dont vous parle vuedailleurs.com. Ces enterrements utilisent des matériaux biodégradables pour réduire l'empreinte écologique. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les cercueils classiques ne sont pas bons pour l'environnement. En effet, le bois est souvent issu de l'exploitation intensive des forêts et subit des traitements à base de produits chimiques. Il existe donc désormais des cercueils en carton, en bambou ou encore en papier mâché. L'objectif est qu'ils se dégradent naturellement au fil du temps sans polluer les sols et l'eau. Il existe même également des urnes funéraires entièrement biodégradables fabriquées à partir de matériaux naturels comme le sable, le sel ou encore le carton. Voilà, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, toutes les informations que nous avons développées sont à retrouver en détail sur le site vuedailleurs.com. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce live TV Finance. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.